Alors, c'est un petit événement finalement à l'IREBD 2014, puisque je ne sais pas si vous avez vu depuis le début de la matinée, ça a été très masculin. On a parlé de sujets avec des femmes dedans, avec Dorcel, mais il y avait beaucoup, c'était très masculin. Donc là, Jacinthe qui après avoir été designer chez Deezer, a monté la société Contest, qui est pour moi une des très belles réussites de ces dernières années dans le domaine du web. À l'IREBD 2013, Sylvain Weber avait marqué également de son empreinte l'IREBD avec une conférence sur le gaming qui avait également été très appréciée, donc c'est son associé. Cette année, Jacinthe va nous parler du design émotionnel. Jacinthe, c'est à toi. Jingle, c'est parti. Bonjour à tous, donc je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui, surtout que c'est la première fois que je vais voir ma presse sur un fat écran. À chaque fois, c'était plutôt dans des événements aussi importants, mais il n'y avait pas autant un dispositif classe. Alors, donc je me présente. Ah, c'est coupé. Alors, est-ce qu'on peut... Ouais. Ouais, c'est bon. Parfait, merci. Donc je me présente, je m'appelle Jacinthe Busson. À la base, je suis graphiste, j'ai 10 ans d'expérience professionnelle derrière moi, et là ce sont les 4 dernières. En gros, je vous situe un petit peu mon profil. Donc j'ai travaillé chez Even, donc l'agence, j'étais dédiée pour Microsoft à l'époque où c'était Messenger et MSN, avant l'arrivée fracassante de Facebook. En à côté, je tiens un blog sur l'ergonomie web et mobile qui m'a permis d'être recrutée chez Deezer au tout début. Donc quand j'ai commencé chez eux, on était 8 et je suis partie 2 ans après, on était 80. Donc imaginez la croissance de la start-up en moins de 2 ans. Et donc, comme le disait l'intervenant précédent sur les crises, on va dire que dans le milieu de la musique, c'est un peu complexe. Et ensuite, j'ai quitté Deezer pour monter ma propre start-up donc avec Sylvain Weber, qui est une plateforme automatisée de création de jeux concours en ligne. Cette présentation, est-ce que vous m'entendez, même si le micro est un peu plus loin? Oui. Donc cette présentation, je l'ai déjà donnée à différents événements comme chez Blend, chez Microsoft, chez Human Talk ou chez BNP Paribas en interne. Et habituellement, elle dure 2h30. Donc pour vous dire que c'est une présentation qui est assez dense, assez longue, et généralement à la fin, j'offre des Doliprane aux gens qui n'ont pas tenu le choc. Pour RFD, je l'ai réduite, donc vous n'allez pas avoir toutes les infos de la presse, mais elle est en version complète sur le site designemotionnel.fr. Et sachez que c'est une présentation qui existe depuis 1 an et demi et je la mets régulièrement à jour. Donc, on va commencer déjà par les fondamentaux. Donc, est-ce que vous connaissez donc les arts plastiques? N'hésitez pas à lever la main. Je sais, c'est un geste très compliqué, très dur, mais il peut y arriver. Ok. Et les arts appliqués? Quand même. Ok, très bien. Alors, là, je vais vous expliquer la différence entre les arts plastiques et les arts appliqués. Donc, les arts plastiques, à la base, c'est un individu, un artiste qui est là pour s'exprimer, que ce soit par la poterie, par la peinture ou par toute autre forme artistique qui va modeler avec ses mains. Et généralement, c'est un but non commercial et c'est dans un objectif d'expression. Les arts appliqués, là la différence c'est que l'individu n'est pas un artiste mais un designer. Il est là pour répondre aux besoins de l'individu, donc de l'être humain, et ça va toucher différents domaines, comme tout ce qui va être packaging, stylisme, architecture, design d'objets, graphisme, design d'interaction et ainsi de suite. Un exemple très concret, je vais vous prendre tout ce qui est donc la poivrière ou les cellières.
En 1810, donc c'était un moulin qui permettait de moudre, tout fait en bois. En 1890, apparition de l'acier et de l'industrialisation. Donc on commence déjà à industrialiser l'objet pour le vendre en masse. En 1953, on arrive donc à tout ce qui est entre guillemets moulage du bois. Les années 68, le pétrole, le plastique, la couleur, la libération des mœurs. Et dès les années 90, on commence à personnifier l'objet. Donc pour vous dire que le terme design émotionnel, on en est toujours baigné depuis X années et que Internet, c'est exactement comme le design d'objets. Le site web va évoluer selon les technologies et selon les besoins de l'usager. Exemple, je vous prends le vase de chez Mamie. On le donne à un designer et il va le transformer, il va le modéliser autrement pour offrir une nouvelle expérience. Tout ce qui est donc pour le thé. Donc vous connaissez la petite boule en fer qui se met à rouiller au bout d'un an d'usage. Aujourd'hui, on les donne dans les mains d'un designer, il va le réinventer. Donc là, c'est un petit bonhomme qui fait un sauna dans votre thé et qui sourit et qui est totalement bénaise. En à côté, au-dessus, l'objet, c'est un pingouin, qui est un minuteur, qui va, vous allez régler le temps d'infusion du thé. Donc tout ça pour vous dire qu'un objet basique, quand on donne dans les mains d'un designer, il va le transformer et vous offrir une autre expérience. Pourquoi le design émotionnel? Alors, est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont lu ce bouquin de Aaron Walters? Une personne. Ah, deux, ok. Alors, Aaron Walters, c'est le designer de Manship, et donc il a écrit il y a 2 ans, je pense, ce petit ouvrage que vous pouvez trouver chez Erol, qui est très facile à lire, accessible à tous et très drôle. Et donc il explique que sur Internet, on est tous derrière nos ordinateurs, on est tous retranchés derrière un écran, et qu'aujourd'hui, l'être humain, maintenant, veut une nouvelle expérience et ne veut pas simplement naviguer sur un simple site web. Donc tout ça pour vous dire que avec cette presse, on va aborder dans chaque univers tout ce qui peut être lié à l'émotion. Donc si je vous montre ce personnage, vous le connaissez, mais en tout cas j'espère que vous le connaissez, diffusé dans plus de 250 pays et un succès donc, mondial. Je vous montre Charlot, pareil, extrêmement connu. Je vous montre ce dessin animé français, diffusion pareil dans 150 pays, un futur film en route. Et pourquoi ces séries, ces personnages fonctionnent, c'est que tout passe par l'expression faciale. Donc il n'y a pas de parole, il y a principalement donc, de l'expression corporelle et que du comique de situation. Et aujourd'hui, tout ce qui va être lié au physique, on va dire que ça touche toutes les cultures et ça parle à tout le monde. Si je le transcris dans les publicités, je vous montre cette publicité, au premier coup d'œil, vous allez me dire « Ah, c'est un visage souriant ». Puis en fin de compte, quand vous allez regarder, vous allez dire qu'il y a quand même un petit problème sur ce visage féminin. Je vous montre la sac d'après. Donc c'est Snickers qui a fait une pub, donc qui montre que quand on a mangé le Snickers, on est heureux. Et donc ils jouent sur un trompe-l'œil. Ils ont juste déplacé les éléments physiques de la personne. Et quand on n'a pas nos Snickers, et ben, quand on a faim, on n'est pas la même personne. Donc voilà, c'est juste un petit trompe-l'œil, mais cette pub, elle a fait le tour du monde. Il n'y avait peut-être même pas besoin de mettre une petite phrase en dessous. Ça a parlé à tout consommateur. Je vous montre cette autre publicité, donc qui est pour Pédigré. Donc là, pareil, si vous regardez bien, il y a une sorte de petit trompe-l'œil. Et en gros, le slogan en haut dit que grâce au nouveau croustille de Pédigré, votre chien aura meilleure haleine que vous. Et donc ils reprennent l'image de tel maître, tel chien, et avec une superposition et une composition d'images, bah, ça vous interpelle et vous dit « Ah, tiens, c'est étonnant ». Et là, je vais vous lire un petit texte de Sagmeister, qui est un graphiste assez connu dans le domaine et qui a fait dernièrement une exposition à la Gaîté Lyrique à Paris. Et ce texte est assez représentatif de ce qu'on peut tous vivre au quotidien. Donc je ne pense pas que vous arrivez à le lire entièrement, donc je vais vous le lire. Donc, comme tout le monde, je possède 6 émotions de base, la tristesse, la surprise, la colère, la joie, la peur et le dégoût. Une seule de ces émotions est positive et autre est neutre et toutes les autres sont négatives. C'est pour ça que je suis plus attirée par les mauvaises nouvelles que par les bonnes. On est tous comme ça, ce qui explique que toutes les tentatives de publier des journaux positifs a échoué en quelques semaines. Même quand je lis des blogs qui décrivent mon travail, un seul commentaire négatif semble annuler une douzaine de commentaires positifs. J'ai passé plus de temps à réfléchir à une seule critique négative de notre dernier travail qu'à ces 30 critiques positives.
Et ça, généralement, c'est un des gros problèmes des designers en entreprise. Donc, je vais vous donner un exemple. Quand je travaillais chez Deezer et qu'on a fait la refonte du site, donc en 2008, donc quand je suis arrivée, c'était une version en Flash qui était toute noire. C'était les tout débuts. Deezer, c'était un des sites qui était avec une dominance noire en termes de couleur. Et on a décidé de tout passer donc, en HTML et que le site devienne blanc pour des questions à la fois techniques et publicitaires. Et on avait fait une bêta-test avec 5000 utilisateurs et après on avait déployé le site par région de la France, juste pour des raisons techniques. Et on a reçu un fléau de commentaires qui étaient oui, rendez-nous le noir, on veut le noir, Deezer c'est noir, qu'est-ce que c'est que cette couleur blanche, c'est inadmissible. Et en fin de compte, et encore je suis très polie, hein, parce qu'on a vraiment reçu des commentaires qui étaient très vulgaires. Alors, on aurait pu se dire, bon putain, qu'est-ce qu'on fait, on remet tout en noir, on change tout. Et donc, on a pris du recul, on a laissé quand même passer un petit peu le temps. Donc, on a fait un tri de tous les commentaires. Et en fin de compte, quand on répondait à ces gens qui critiquaient la couleur noire, en leur répondant poliment par rapport à ceux qui ont été assez vulgaires, déjà, ils étaient étonnés qu'on leur réponde. Ah, merci de me répondre, je pensais pas qu'il y avait des êtres humains derrière la plateforme. Ah non, en fin de compte, le site, il est bien comme ça, hein. C'est juste que au départ, j'étais un petit peu choquée, puis en fin de compte, maintenant, j'apprécie. Bon, faut peut-être mettre tel bouton plus gros, tel bouton plus gros. Et donc, juste en communiquant avec les usagers, en ayant des feedbacks et en répondant à leurs besoins, et ben, en fin de compte, c'était pas du tout catastrophique. Et puis, ils s'y sont habitués, et maintenant, la plateforme continue à tourner parfaitement. Et pareil, quand j'étais freelance, j'ai déjà travaillé pour des entreprises où on fait la charte graphique, tout est acté. Le week-end passe et le lundi matin, le boss revient en disant « on change tout parce que ma femme n'aime pas ». Alors, il faut prendre en considération que si c'est juste une personne, faites le tri, prenez du recul et attachez-vous plutôt à des retours, on va dire, de masse. Et là, il y aura plus un problématique qui va être remonté que juste une personne ou madame qui n'aime pas telle couleur ou telle couleur. Donc tout ça pour vous dire que les émotions, c'est un langage universel. Peu importe dans quel pays vous y allez, une émotion se retranscrit à peu près, donc, on va dire pareil, que ça soit sur des, on va dire, des commentaires, un sourire ou un geste. Alors, je vais aborder, on va dire, les fondamentaux, donc comme l'icône. Tout ce qui est représentation par l'icône, ce qui est très important dans le design, car ça peut influencer énormément de choses. Donc, si je prends la signalétique, les pipi rooms, tout le monde connaît, dans n'importe quel lieu vous y allez, vous voyez homme-femme, vous comprenez que c'est l'endroit où il faut aller se soulager. Là, il y avait un tweet que j'ai trouvé intéressant. Donc, c'est quelqu'un qui a dû faire du tuning sur sa voiture. Et en gros, pour mieux apprendre peut-être à un élève, et bah, les pédales, il a mis les icônes comme un jeu vidéo. Je vous montre un autre exemple. Donc ça, c'est une appli Monsieur Mood. Est-ce que vous la connaissez? C'est une application iPhone. Alors, elle est française. Et elle est très bien. En gros, c'est une application qui permet de noter votre quotidien. Donc tous les jours, vous allez avoir un petit push, je sais pas, à 20 h du soir, et vous allez noter votre journée. Et donc, c'est que des icônes. Et donc, vous notez tous les jours votre journée, et puis à la fin, vous avez des stats, et là, vous vous rendez compte que il va falloir prendre une décision parce que ça ne va pas. Donc c'est un indicateur, et ça permet de vous donner une indication sur votre journée. Donc là, j'ai une petite vidéo. Est-ce que ça va? Généralement, mes vidéos sont très rapides. Donc là, vous avez pu voir qu'ils auraient pu faire une application avec un formulaire que tous les jours on remplit, quoi. Donc juste heureux, bien, sans plus, ou morose. Et ils ont vraiment joué la carte de l'image, de l'icône, et cette application est déployée à l'international et elle a un succès grand. Donc comme tout succès, allez. Ah bah, j'ai bugué la plateforme. Okay.
Je sais pas ce que c'est. Il marche pas votre trackpad? Ben, je sais pas, la vidéo, comme si elle avait... On peut recharger? Je peux faire pommer? Oui. Yeah. Je vais faire ça. Hein. Ouais, je vais faire ça. C'est bon, merci. Vous inquiétez pas, il y a toujours des problèmes techniques avec moi. Donc cette application française, dernièrement, donc les fondateurs ont trouvé qu'en Chine, ils ont été plagiés et qu'ils ont réadapté l'application en modèle chinois. Donc c'est simple. Je ne veux pas stigmatiser, mais en gros, ils ont pris exactement la même interface et ils ont juste mis des petits icônes un peu plus manga. Donc là, je vous montre la vidéo. Voilà, c'est exactement la même chose, les statistiques, et c'est juste les icônes qu'ils ont changées. Donc comme quoi une application, on va dire très visuelle, malheureusement peut facilement être détournée, mais en tout cas, dans n'importe quelle culture, elle fonctionne. Alors je vais essayer de passer à la slide suivante, ça marche très bien. Il y a 2 ans, je suis venue à Mulhouse, et dans le hall de la gare, il y avait ce sondage. Donc en gros, SNCF a installé, bon malheureusement, c'est pas la journée pour eux, une petite bande qui disait « Êtes-vous satisfait du nombre de places assises offertes dans l'attente de cette gare ?» Donc c'est juste une bande avec des icônes, vert, orange, rouge. Donc vert, je suis très content, je peux m'asseoir, et rouge, c'est négatif. Et donc voilà, ils auraient pu faire, je sais pas, des sondages. Une fois, donc j'étais à l'aéroport, c'était un QR code, on scannait, on avait un formulaire de ouf à remplir. Mais là, en tout cas, c'est très simple, on passe, on appuie, et ils ont les données instantanées. Donc, en reprenant cet exemple de la SNCF, la couleur a aussi une dominante très importante. La couleur n'est pas là que pour faire joli, mais peut être un indicateur pour l'usager sur une alerte ou sur une action qui peut être positive. Vous allez voir, je ne vais rien vous apprendre, mais ça permet quand même d'avoir un petit peu du bien, d'avoir un petit coup de rappel sur ces choses fondamentales et qui peuvent changer la donne sur une interface. Donc si je prends GitHub, donc, qui est un site qui est destiné aux développeurs, donc eux ils ont une petite mascotte, un Octocat, un chat déguisé en pieuvre, très bien. C'est les développeurs, je ne chercherai pas à comprendre leur imaginaire. Ouh, alors, quand la plateforme tombe, c'est une couleur rouge qui signale qu'il y a un problème. Quand la plateforme commence à rencontrer des petits problèmes, c'est orange, et quand tout va bien, c'est vert. Et en même temps, l'icône change en fonction de l'état de la plateforme. Si je prends iOS 7, quand on monte le volume du son, ce qu'on n'avait pas avant sur les autres plateformes, on nous indique, attention, on va devenir sourd si on met la musique trop forte. Donc le son change, les icônes, donc blanc, 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 je passe des coups au jaune, orange et rouge en disant, attention, c'est mauvais pour votre santé. Si je vous montre cette application Clear, donc qui est une application qui se permet de gérer ses tâches. Cette application, ce qui est intéressante, c'est qu'elle va, selon une map de couleurs, vous indiquer les tâches qui sont les plus urgentes à réaliser. Et puis, si on tombe après dans les couleurs un peu plus claires, c'est que c'est des tâches qui ne sont pas importantes. Donc c'est un moyen de quantifier et de prioriser les données qui sont les tâches qui sont clés à faire. Solar, qui est une application qui permet de savoir le temps au quotidien. Donc elle n'est pas du tout pratique, mais ce qui est intéressant, donc vous allez me dire ouais, c'est pas très bien ce qu'elle dit, mais bon c'est pas grave, c'est un exemple comme un autre. C'est qu'elle permet, selon la couleur, de doser le temps et la chaleur. Donc s'il va faire très chaud, vous allez avoir des couleurs dominantes dans le rouge, et s'il commence à faire froid, vous allez avoir plutôt dans le bleu et le violet. Mais voilà, en un coup d'œil, j'allume l'appli et je sais tout de suite, aux premiers abords, un peu le temps du jour. Et après, selon les navigations que je vais faire, je vais avoir les températures et je vais avoir les données locales. Aussi, une petite application qui est très pratique, de Qler de Adobe. Donc c'est simple, vous allumez l'appli, vous prenez ce qu'il y a autour de vous et tout de suite vous allez avoir une dominance de couleurs. Donc moi c'est quelque chose qui me fait assez marrer parce qu'au quotidien on se rend compte qu'on est entouré énormément de gammes de couleurs, de nuanciers, et ça peut être un objet très pratique si vous êtes designer et que vous voulez représenter, on va dire, une dominante du moment. Donc tout ça pour vous dire que la couleur est un facteur influent au quotidien.
que ça soit dans des sites e-commerce, que ce soit dans des sites institutionnels ou dans des applis, on va dire, mobiles ou tablettes. Elles vont influencer forcément l'usager et la communication que vous allez avoir autour de vous. Donc là, je vous ai sorti quelques petites stats. 52% des clients ne reviennent pas sur un site web à cause de son esthétique. Alors après, il y a aussi l'ergonomie, mais en tout cas, si vous avez un site qui n'est pas très beau aux premiers abords, c'est radical, les gens ne reviendront pas forcément. 42% des consommateurs fondent leur opinion sur la conception globale d'un site web. Donc là, on approche plus l'ergonomie. Si il n'arrive pas à atteindre son objectif à l'instant T, ça va être un frein pour lui et généralement, il ne va pas revenir et le bouche à oreille va être très mauvais, comme on a vu ce matin dans tout ce qui est site adapté pour mobile. Si je vous montre cette photo, comment vous la trouvez? En tout cas, l'objet qu'il représente, la religieuse. Alors, est-ce qu'elle vous donne envie? Oui, non? Non, ok. Si je vous montre celle-ci, un peu mieux. Si je vous montre celle-là, voilà, là déjà, on va dire qu'on rentre dans un autre univers. On va bouffer Captain Choco et on part avec lui au 7e ciel. Et en plus, Michalak, qui est quand même un grand pâtissier, joue énormément de sa com au quotidien. Donc voilà, là, vous pouvez vraiment voir que... on va dire une religieuse normale qui n'est pas forcément travaillée par le pâtissier. Là, on sent qu'il y a un effort en termes de présentation. Et là, on sent qu'il y a peut-être une collaboration avec un designer pour imaginer le produit autrement et on va dire offrir une dégustation autre. Mais ça, on va dire que ce n'est pas nouveau. Au Japon, si je vous montre les bento, c'est régulier, quoi. En tout cas, au quotidien, ils font super attention sur la présentation de ce qu'ils consomment. Et en plus, pour inciter les enfants à manger, ils jouent énormément sur l'imaginaire et essayer d'inventer des histoires. Et si on le reprend dans les dernières publicités, Eudebert joue aussi avec ce jeu. Donc, c'est-à-dire que la biscotte, elle va... c'est pas la simple biscotte où on la tartine le matin au petit-déj dans la chicorée. Là, c'est plutôt... elle va vous amener une autre sensation. Elle est carrément l'être humain. Elle remplace l'émotion ou l'attitude de l'usager en cours. Et aussi, en à côté, c'est une pub pour les kiwis. Je la trouvais assez marrante, voilà, kiwi qui est source d'énergie, et il la représente dans un plateau en forme de batterie, ils l'ont découpé de manière à vous dire, ça va vous rebooster le quotidien. Tout ça pour vous dire que voilà, donc, la couleur, les icônes, donc tout ce qui est lié à l'esthétisme va avoir une part importante dans tout ce qui va être dans le design et même on va dire l'approche. Je suis désolée, mais on vous met deux personnes, dont un qui a un physique un petit peu ingrat. Naturellement, vous allez aller vers la personne qui est, on va dire, un petit peu plus beau gosse. Et c'est pareil pour un site web et c'est pareil pour un objet. Même si après, la personne qu'on va dire ou l'objet qui est beau n'est pas du tout fonctionnel, de base, vous allez tout de suite aller sur l'objet qui va plus vous attirer. Et sur les sites internet, c'est exactement pareil. Donc là, je vous montre Promo Vacances et Airbnb. Vous allez me dire que ce n'est pas du tout les deux mêmes cibles. On va dire que Promo Vacances, c'est plus la cible qui va chercher les promotions, les réducs. Et Airbnb, c'est plus les gens qui vont chercher l'expérience, le voyage. Ce qu'il faut savoir, c'est que Airbnb ont essayé 3-4 fois de lancer leur site. Et c'est au moment où ils ont compris l'importance des photos, de la qualité des photos, de payer des photographes pour aller dans les appartements, les maisons photographiées, que c'est là qu'ils ont cartonné. Donc, je pense en même temps qu'il y a aussi le côté time to market. Maintenant, les usagers font le pas d'aller dormir chez un particulier. Mais en tout cas, la photo a été vraiment une dominante cruciale pour leur business. Je prends l'exemple de Mou et de Logiprint. Pareil, vous allez me dire, mais c'est pas la même cible. Peu importe. Logiprint, on sent vraiment que l'approche est plutôt je présente les produits qui sont assez diversifiés et il y a un côté un petit peu plus low cost que Mou qui, eux, vont mettre plus d'importance sur le design. Régulièrement, ils mettent des designers en avant, ils mettent des exemples d'inspiration, ils mettent leurs clients en avant et il y a vraiment une qualité de service qui est vraiment optimale. Comme nous dit notre cher confrère Stéphane Plaza, l'acheteur fait son choix dans les 90 premières secondes de la visite de l'appartement. Même si un agent immobilier le dit, c'est que c'est vrai. Et sur un site internet, c'est exactement pareil. J'ai ressorti une autre statistique de Voucher Club qui disait exactement la même chose, c'est que les 90 premières secondes sont cruciales.
Et ça, c'est dans tous les domaines. Le mouvement, c'est la vie. Donc Brad Pitt nous le dit assez régulièrement dans le film World War Z, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, avec tout ce qui est les interactions, les mobiles, les smartphones, le mouvement, c'est la vie. Donc normalement, j'ai toute une partie sur l'animation, ce genre de choses, mais là, je l'ai zappé parce que sinon, on allait continuer éternellement. C'est pour vous dire que même quand vous faites une charte graphique, un logotype, n'oubliez pas l'animation. L'animation, c'est un peu le côté humain, le côté vivant. Par exemple, j'ai un ami qui bosse chez DreamWorks. Il a bossé pour tout ce qui est les animations de Madagascar, donc le dessin animé avec les animaux. Donc lui, il s'est juste occupé des poils des mains du singe quand il joue aux cartes. Bon, même si c'est un détail. Mais il nous expliquait que vous pouvez avoir le meilleur personnage avec le meilleur effet de matière. Si ce dernier n'arrive pas à retranscrire les mouvements humains, donc vraiment de vivre, le dessin animé sera un flop. Et donc là, je vais vous montrer une petite vidéo assez rapide sur Swisscom, donc qui est un peu le Orange de la Suisse, et qui ont retravaillé toute leur charte graphique. Et le mouvement est souvent présent dans leur logo quand ils peuvent le mettre dans des écrans publicitaires ou dans des bornes dans la rue. Donc voilà, donc là ça vous a donné un peu un aperçu d'un studio créa que c'est leur boulot de réaliser une charte graphique entièrement et de le penser sur tous les supports. Parce que généralement vous pouvez avoir des designers qui vont juste vous faire le logotype et qui vont pas du tout avoir une réflexion sur l'usage au quotidien et dans quel domaine. Hop. Donc pour continuer sur tout ce qui est le mouvement, donc là je vous montre Flux Machine, qui est un blogueur américain qui est plutôt artiste et qui s'amuse à reprendre des photographies d'entre-deux-guerres et de les détourner et de créer de l'animation avec le GIF. Donc le GIF, je pense que vous avez pu remarquer dernièrement, ça redevient un peu le format qui est un peu hype, à la mode. Mais c'est un format qui est assez très intéressant parce qu'il passe aussi sous mobile. Et depuis que Steve a interdit Flash sur smartphone, je ne reviendrai pas sur le sujet, mais en tout cas, ça a freiné un petit peu cette partie-là. Donc si on reprend ce format, cette partie-là, et qu'on l'adapte aussi dans la photographie un peu plus, toujours dans le domaine artistique, donc là, Romain Laurent, qui est un Français, qui est exposé à New York, qui a gagné un prix dernièrement sur ses photos. Donc là, c'est pareil, il prend un moment clé, un instant d'une vie,
et il va prendre juste un élément et le rendre animé. Et donc tout de suite, vous, au niveau du premier regard, vous allez être interloqué et vous allez regarder, vous allez trouver ça rigolo, sympa. Ça va vous donner une émotion et ça va travailler un peu votre émoi. Et si on l'adapte dans le domaine, exemple, du cinéma et de la publicité, ça peut très bien fonctionner. Donc Inception, donc la petite toupie qui est un peu un des éléments clés du film, et toute l'affiche est figée et c'est seulement cet élément qui bouge. Et Fight Club, donc la fameuse scène où toujours Brad Pitt s'amuse à détourner les films et insérer des petits trucs coquins. Donc c'est cette scène où il montre le petit indicateur lors de la cut. Et donc c'est pour vous dire que des fois, il n'y a pas besoin de mettre énormément d'argent dans des vidéos, ce genre de choses, mais que ça peut être juste un élément, un détail clé dans une image qui va donner une impulsion dans la partie de la com. Si je prends donc tout ce qui est data visualisation, donc tout ce qui est infographie et qui tourne énormément depuis quelques années sur Twitter, en gros, c'est comment prendre une donnée, une data, et la rendre accessible aux internautes et lui donner une nouvelle compréhension plus facile via le design. Ce que je vous invite à aller voir, c'est Expovise. Donc, vous avez le logo en bas et c'est expovise.fr qui est un site open source qui est fait qui est sponsorisé par la région Île-de-France et par l'agence La Fonderie. Et donc, c'est un site qui réunit tous les outils, toutes les infographies et toutes les données que vous pouvez avoir et qui sont travaillées à la fois par des data journalistes, des journalistes et des designers. Et il y a une expo qui tourne dans toute la France et l'Europe et qui montre énormément de données qui sont retravaillées par des graphistes. David McCandless, qui est un journaliste anglais, donc lors d'une conf, il disait que donner du sens aux données, les rendre compréhensibles de tous, et que c'est un travail, on va dire, que maintenant, aujourd'hui, c'est un travail qui est assez important et qu'il faut aussi un peu s'en méfier, parce que c'est du travail de données, mais ça peut être aussi un moyen de dire ce qu'on a envie, ou de ne pas dire, de dire l'intégralité. En gros, ça peut être aussi de la manipulation. Donc, il a fait tout un ouvrage et il donne souvent des conférences, dont une à TED que je vous invite à voir et qui est assez intéressante parce que il y a les points positifs, on va dire les points négatifs. Et là, j'ai une petite vidéo. Donc, il montre qu'aujourd'hui, on peut faire des datas animées et qui peuvent aussi donner un autre sens et donner encore plus de clarté sur certains sujets. Voilà, donc là c'était, donc en gros il a repris donc l'idée du jeu de Tetris en jouant sur les budgets donc des dépenses aux États-Unis. Je ne sais pas combien de temps il reste. Est-ce que quelqu'un peut me dire? J'ai encore le temps? Bon. Écoutez, je vais vous montrer. Donc aussi tout ce qui est data, donc les données, les data, on peut aussi donc les retranscrire par l'animation, la vidéo et les rendre encore plus accessibles. Donc là, c'est une petite vidéo qui a été diffusée sur Square sur Arte sur les réseaux sociaux en 2014. Aujourd'hui,
toutes les orthographes semblent possibles, tant les modes d'écriture et les auteurs sont nombreux sur Internet. Sur Terre, il y a 2,4 milliards d'internautes. Leur nombre a grimpé en flèche ces dernières années, plus 566% depuis 2000. Désormais, plus d'un tiers de la population mondiale est connectée. Palmarès des pays les plus connectés, la Chine, les États-Unis et l'Inde. Une gigantesque communauté donc, qui est aussi très active. Accrochez-vous, en 60 secondes top chrono, il y a 70 domaines fondés, 60 blogs créés, 1500 billets postés, 168 millions de mails envoyés, dont 70% de spam, 98 000 tweets tweetés, 510 000 commentaires publiés sur Facebook. Facebook, le réseau social par excellence. Le 4 octobre 2012, la plateforme franchit le cap du milliard de membres, un succès planétaire. Désormais, un internaute sur 2 utilise ce réseau social. Et ce, en grande partie aux États-Unis, au Brésil, en Inde, en Indonésie et au Mexique. Des utilisateurs particulièrement jeunes. Âge moyen du Facebooker, 22 ans. Mais dans le match des réseaux sociaux, c'est le petit moineau bleu Twitter qui est en train de marquer des points, avec 175 millions de tweets publiés chaque jour et 500 millions de membres. Parmi eux, majoritairement des femmes. Le niveau d'éducation et la catégorie socio-professionnelle, quant à eux, n'entrent pas en ligne de compte. En tout et pour tout, nous sommes connectés plus de 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. Soit l'équivalent de 13 milliards de minutes passées dans le monde, rien que sur Facebook. Sur Internet, c'est l'anglais, le chinois et l'espagnol qui prédominent. Mais pour les textos, c'est la langue maternelle qui prime. Les textos, qui sont moins populaires mais tout de même. Ils sont encore 200 000 échangés par seconde. Apparus il y a 20 ans, ils sont toutefois de plus en plus concurrencés par les messageries instantanées des smartphones, comme WhatsApp. Celles-ci ont généré 19 milliards de messages par jour, contre 17,6 milliards seulement pour les simples textos. Une quantité d'écrits phénoménale. Mais est-ce encore de l'écriture ? Donc on m'a demandé de conclure, donc je vais aller un petit peu plus rapidement. Donc j'avais fait trop long encore une fois, c'est pas grave. Donc tout ça pour vous dire, je vais finir sur cette partie-là, que donc sur la vidéo on finissait sur le contenu. Donc le contenu est aussi une prom qui est aussi très important. Et il faut savoir qu'un designer doit être lié aussi au contenu. Il doit savoir maîtriser les mots, le langage, et ça a une part aussi importante. Si on prend dans la grande consommation, si je prends tout ce qui est Michel et Augustin, Innocent, Daddy ou Monoprix, ils ont toujours été très forts sur tout ce qui est accroche et slogan. Et Monoprix, eux, dernièrement, ont lancé avec leur dernier packaging, ils ont vraiment mis en avant, à chaque fois qu'il y a le produit, il y a une petite phrase d'accroche qui est assez marrante. Donc si je prends les yaourts Bifidus, il y a marqué « Votre ventre a vraiment du pot ». Si on achète une boîte de guacamole, c'est signé « On a toujours besoin d'un bon avocat proche de chez soi ». Donc à chaque fois, ils allient l'humour et le produit. Et ça, c'est très important, surtout aujourd'hui. D'où la lisibilité, qui est un facteur clé aussi dans la communication. Si je prends donc les sites internet, quand vous allez vous inscrire sur des sites, ayez le sens de l'accueil. Si je prends Podio, il nous dit que c'est la bonne décision, que c'est le bon choix qu'on a fait et on va s'inscrire, on a raison d'aller chez eux. Si je prends Pocket, que je retourne me loguer, ils disent « Ah, on est content de vous revoir ». Donc vous voyez, même si c'est juste, entre guillemets, un formulaire où on rentre son email, son mot de passe, il y a quand même une petite phrase qui nous souhaite la bienvenue. Vimeo, quand on va s'inscrire, ils nous disent que c'est l'endroit idéal pour les vidéos. Et Vimeo a toujours eu cette réputation que c'est l'endroit où vous allez retrouver des vidéos de qualité avec du contenu réalisé par des vidéastes à potentiel. Si je prends tout ce qui est notification, donc que ça soit la Fnac, dernièrement ils ont mis à jour leur appli Android et iPhone, et tout le rédactionnel a été tourné comme si c'était une voiture.
Donc exemple, nouvelle version de l'appli Fnac pour une expérience d'achat réinventée, reconçue pour un confort de navigation inégalé, puissance dans le moteur de recherche, souplesse et réactivité dans les virages et les transitions d'écran, équipé en série, GPS et ainsi de suite. Et bien ça, je l'ai vu tourner sur Twitter énormément de fois, parce que ça a été l'application qui a mis un petit grain d'humour et que les gens ont trouvé ça sympa et qu'ils l'ont diffusé. Spotify, pareil, donc ça c'était l'an dernier. Donc il y a tout le descriptif des nouveautés et à la fin ils disent fiction, l'appli fait l'objet de rétro-ingénierie grâce à une technologie extraterrestre. Et bien ça c'est pareil, c'est la phrase que j'ai vue le plus retweetée en disant regardez Spotify, ils ont mis une mise à jour et je me suis dit tiens c'est assez intéressant de mettre un facteur, un petit détail qui va changer la donne. Si je prends Bankin, donc l'application qui permet de gérer son argent au quotidien, au niveau des notifs, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu, il est peut-être temps que vous preniez soin de votre argent. Ok. StreamNation, qui est une application une application plutôt familiale qui permet de partager du contenu vidéo en mode privé. Tout de suite, ils disent que nous sommes très heureux de nous accueillir parmi la famille. Donc c'est-à-dire que déjà on sait que c'est une appli on va dire, à usage privé, et eux-mêmes vont constituer une communauté et qu'on fait déjà partie de cette dernière. Pour tout ce qui est inscription ou sondage, je vais prendre le cas de Be My App. Donc Be My App, c'est des événements un peu partout en France où les week-ends, les développeurs, les designers, les chefs de projet se réunissent et ils ont 48 heures pour réaliser une application. Et quand on s'inscrit sur la plateforme, tout de suite en lisant les premières lignes, on sait un peu dans quoi on va mettre les pieds, quoi. Donc j'ai une super idée de jeu, je suis un développeur, je suis un super designer ou je suis un super touriste. Donc en gros, on sait déjà que le contexte va être familial et qu'on va être dans un environnement, on va dire, convivial, sympathique. Si je prends AzertyJob, quand ils envoient leur sondage pour savoir si on a été satisfait de la plateforme et des retombées de cette dernière, donc on commence à remplir le formulaire et d'un seul coup on a appréciez-vous ce format d'annonce ? Et c'est je n'en vois pas l'intérêt, c'est sympa, ça change. Ah oui, effectivement, ça rend l'offre plus attractive. Super, vous êtes des génies sensationnels. Donc tout de suite, ça change un peu du sondage un petit peu traditionnel, bien, pas bien, bof, noté de 1 à 5. Donc ils jouent sur le rédactionnel pour créer un lien. Twitter, qui a eu... donc dernièrement, la donnée était tombée où 1 milliard de personnes l'auraient essayé, les 3/4 abandonnés. Donc ça, c'est quand même... pour une entreprise, c'est quand même un peu... Ça craint, quoi. En gros, ça veut dire que les gens n'ont pas compris l'intérêt de Twitter. Et au moment de l'inscription, il y a un couac. Et donc, plusieurs fois, ils l'ont refaite. Donc ça, c'était l'an dernier quand je me suis recréé un compte pour voir s'ils avaient évolué. Et donc, quand on s'inscrit, on a une jauge qui nous dit plus que 3 pour finir l'inscription. Donc, vous devez suivre encore 3 personnes, 3-4 autres usagers. Donc, tout de suite, on comprend un peu le fonctionnement. Et le bouton suivant se valide quand on a suivi les 3-4 personnes. Donc, on va dire que c'est un peu un chemin pédagogique pour comprendre l'usage de la plateforme et ce qui est quand même, bien, surtout sur un usage assez... assez, on va dire, pas forcément évident pour une personne qui est non avertie à ce réseau. Pour tout ce qui est message où on souhaite se désinscrire, parce que forcément, on ne peut pas plaire à tout le monde et on va avoir des usagers qui vont vouloir quitter la plateforme. Donc vous avez Wix qui dit, bon, vous n'êtes plus abonné, c'est pas grave, mais vous pouvez revenir. Donc c'est-à-dire que la porte n'est pas fermée, vous pouvez revenir si vous voulez réutiliser la solution. Celui-là qui joue plus sur les émotions, c'est Facebook, forcément. Donc déjà, on ne se désinscrit pas, on désactive son compte. Donc ça, c'est une autre notion. Et en même temps, ils nous disent, si vous partez, vous allez sans doute manquer à Julien, Ludo, Pierrick, Benjamin, et ainsi de suite. Donc tout de suite, déjà, on se dit, ah mince, je ne vais plus être connecté avec ces personnes. Je fais pas. Et donc, voilà, ils auraient pu juste mettre désinscrire, cliquer ici, valider et point barre. Non, ils savent très bien qu'ils sont un lien fort avec tous nos amis et donc ils jouent sur cette partie-là. Au de suite, quand l'application se met en veille, ils jouent sur leur mascotte et ils nous disent « Vous avez été inactif pendant plus d'1 heure, je m'ennuyais, donc je suis parti décider de faire une sieste ». Ça aurait juste pu être un écran de désactivation. Mais là, ils jouent sur cette donnée-là avec le logo. Donc Facebook, la page est cassée, je pense que vous l'avez tous vu. On a le fameux like du pouce qui est brisé.
Hop, ouais, je sais. Hop, donc qui est la plateforme low cost d'achat de billets d'avion. Donc leur logo c'est Hop et toutes les actions pour acheter des billets d'avion c'est pas validé, c'est Hop. Donc je prends un aller-retour Aurillac-Paris et Hop. Donc ils jouent avec l'identité de la marque sur des actions importantes. Google, donc je pense que là vous l'avez tous au moins eu depuis l'an dernier. Quand c'est votre anniversaire, le doodle se change et on voit un gâteau d'anniversaire. Donc moi je sais que l'an dernier je me suis dit tiens c'est la fête à qui, puis je passe la souris sur Rollover et là je vois que c'est mon anniversaire. Alors je me dis chouette, je vais avoir une animation, putain Google il sait que c'est mon anniversaire, c'est génial. Et puis donc je suis contente, je clique et puis en fin de compte je retourne juste sur Google+, et c'est juste qu'ils ont eu les données via Google+. Et dernièrement, mon beau-frère a eu pareil, la même réaction. Il s'attendait que quelqu'un de chez Google vienne frapper à sa porte, vienne prendre des photos de l'appart intérieur. Voilà, il s'attendait à quelque chose d'un peu plus sympathique parce que Google, pour lui, c'est quelque chose de... C'est Google, c'est la firme, c'est l'international, c'est quelque chose de super important qui innove tout le temps. Donc je vais passer ça. Donc voilà, je voulais finir sur cette partie-là. Donc là, c'est Captain Train, donc je pense que vous connaissez tous. Donc c'est la start-up qui permet d'acheter rapidement des billets de SNCF. Bon, voilà. Bon, on a beau avoir nos billets, c'est pas pour autant que le train est présent. Mais bon. Et donc, il y a un tweet d'un des fondateurs qui disait « On a pensé Captain Train comme une boulangerie. Bonjour, choix facile, paiement simple, sourire, au revoir. » Et il faut se dire que sur Internet, c'est exactement pareil. Quand vous êtes dans un restaurant, que vous êtes mal accueilli, que le serveur tire la tête, déjà l'expérience, ça commence mal. Et bien sur Internet, c'est exactement pareil. Si vous n'avez pas des petits éléments qui vont vous permettre de vous sentir en confort, rassuré, déjà, l'expérience va être un petit peu limitée. Et c'est pas parce qu'on a un site Internet, une plateforme ou un site e-commerce qu'on est différent d'une boutique dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler, au quotidien. Tout ça, ça permet de répondre à la pyramide de Maslow que vous devez sans doute connaître, c'est-à-dire c'est les besoins fondamentaux de l'être humain. Donc c'est les besoins physiologiques, les patates, le bœuf, donc la nourriture, la sécurité, donc se sentir en sécurité là où on est, après avoir une appartenance à une communauté ou répondre aux besoins donc, de l'amour, l'estime de soi, donc se sentir en confiance personnellement, et ensuite un accomplissement personnel. Et ben, sur une plateforme, sur un site e-commerce, c'est exactement la même chose. Il faut que les fonctionnalités de base soient présentes, que l'usager soit rassuré par la fiabilité de la plateforme, que l'ergonomie réponde aux besoins rapides de l'usager, donc ce qu'il a besoin, que j'achète en quelques clics, et ensuite qu'il y ait une innovation technologique derrière, et aussi la créativité, que votre site apporte le petit plus qui va changer la donne. Donc c'est pour vous dire qu'on cherche tous la meilleure expérience et que c'est quelque chose qu'il faut énormément travailler, surtout avec les générations qui vont arriver, qui sont ultra connectées plus que moi qu'à 30 ans, que ma mère, ou que d'autres, que les seniors qui commencent, eux, à être aussi pas mal connectés avec les tablettes. Voilà, c'était le mot de la fin. Gardez le sourire. N'oubliez pas tout ce qui est relation client. Le service est super important. Dernièrement est sortie une infographie qui s'appelle en 76 secondes c'est perdu, et en gros ils disent dedans tous les points négatifs qu'un site e-commerce peut perdre, et en gros ce qu'ils disent c'est que l'usager cherche le contact humain via le chat, via l'email, via le téléphone. Et donc ma conclusion voilà, c'est garder le sourire, n'oubliez pas que vous êtes comme une petite boutique et que le contact humain est super important même si on est sur Internet. Fin. Merci Jacinthe. Elle a passé plein de slides. Ouais, j'ai mal chronoté. Je pensais que j'aurais plus de temps. C'est pas grave, t'es viré. Non. Une question, Pierre, courte. Oui, très courte. Donc c'est vrai que vous avez eu toute une présentation très bien sur le design. Moi, je voudrais que vous m'apportiez une note d'espoir. Est-ce que le design va nous sauver de l'infobésité? Je l'espère. Alors, vous entendez... Est-ce que vous pouvez préciser, juste parce que c'est un débat qu'on m'a déjà soulevé sur plusieurs sujets, donc
Il y a eu un petit moment, vous avez parlé du data journalisme et comment ça pouvait mettre en lumière certaines informations. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que le temps passé sur les réseaux, passé sur les écrans numériques est limité. Donc du coup, est-ce que dans les équipes qui sont chargées de produire du contenu, est-ce qu'avoir un designer, ça permet de délivrer plus vite son message et de manière plus efficace? Parce que plus efficace, on l'a vu, mais est-ce que ça permet de délivrer le message en tout cas? Ouais. C'est vrai que sur Internet, il faut se dire que les gens ne lisent pas. Ils effleurent un contenu, ils lisent pas l'intégralité du billet. On va dire qu'ils lisent au départ un peu en transversal, et après ils peuvent mettre l'article de côté à relire plus tard tranquillement. Donc en gros, ils vont chercher juste les points clés, les données importantes qui vont leur répondre aux besoins ponctuels de l'information. Dans les infos que j'ai pu lire sur tout ce qui est data visualisation, aujourd'hui les journalistes travaillent de plus en plus donc avec des designers et les écoutent plus pour exemple mettre en avant une donnée, un élément, et aujourd'hui on voit de plus en plus de data visualisation interactive, donc c'est-à-dire que au départ on a une simple information et plus on va jouer sur des boutons, sur des actions, et plus on va avoir des données qui vont s'apparaître. Après, le sujet de l'info, on va dire qu'il y a de plus en plus de contenu qui est fait, et après c'est comment plutôt avoir la bonne info de qualité et pas juste des retweets, qui c'est exactement la même info, ou plutôt une info qui va être à chaque fois réduite ou juste reprise d'une source et puis on a un début d'article. Tout va dépendre de... Je ne sais pas si le designer va apporter sa touche dedans, mais après c'est surtout la qualité ou comment la direction du service va prendre les choses en main. Mais c'est vrai que le visuel est quand même quelque chose de plus important et permettre d'avoir une info rapide et compréhensible d'un coup d'œil. Je ne peux pas trop comme le sujet, puis le journalisme c'est pas mon domaine de prédilection. Malheureusement, Jacinthe, je ne vais pas pouvoir prendre une autre question. Attends juste une seconde, j'ai un truc. Parce que tu es la seule fille, alors forcément, l'équipe, elle a pensé... voilà, comme tu l'as fait. Voilà. C'est du designer. Merci.